Plusieurs questions ce soir. La guerre en Ukraine est-elle en train de rebattre les cartes des relations internationales? Se dirige-t-on vers de nouveaux équilibres sur la planète? Un nouvel ordre mondial, comme on l'entend parfois? Et en envahissant l'Ukraine, Vladimir Poutine a-t-il sous-estimé et remobilisé l'Occident contre la Russie? Ou plutôt cette alliance va-t-elle sceller l'axe Moscou-Pékin? Avec nous pour en parler, Pierre Aski. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, chroniqueur géopolitique à France Inter et vous avez été correspondant en Chine et en Afrique du Sud. Je le précise, c'est important parce qu'on va essayer de voir aussi avec vous comment le Sud voit ce conflit. Philippe Fabry, juriste, historien du droit. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur notamment en 2017 d'un atlas des guerres à venir et vous avez été l'un des rares, en tout cas en France, à prévoir, à prédire cette guerre de la Russie en Ukraine. C'était en 2019. Vous l'aviez prévu pour avant 2025. Pierre Aski, ça fait 41 jours qu'a débuté l'invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine, il est seul contre tous ou est-ce qu'il y a une fausse unanimité mondiale face au président russe? Alors, il est seul contre tous à faire la guerre. Parce que personne, on a vu les votes à l'ONU, personne ne soutient, il n'y a que 4 pays qui ont voté avec la Russie, aussi bien d'abord au Conseil de sécurité puis à l'Assemblée générale. Donc la Russie est la seule à faire la guerre, même la Chine ne soutient pas officiellement. Après, il y a une deuxième nuance à apporter, c'est qu'il y a beaucoup de pays et d'opinion publique dans le monde qui ne regardent pas cette guerre avec les mêmes yeux que l'Europe. L'Europe est horrifiée par le retour de la guerre sur le continent européen, par l'invasion d'un pays souverain par un autre pays souverain. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui se disent on n'a pas été aussi choqué par l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis. La guerre fait partie de la vie de beaucoup de régions. Le Yémen, par exemple, est en guerre depuis 8 ans et ça n'émeut pas grand monde. Donc, il y a disons, un regard beaucoup plus relativisant ou plus nuancé dans d'autres parties du monde, mais à faire la guerre, il n'y a que Vladimir Poutine aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Philippe Fabry, avec ce constat de Pierre Aski? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'en tant qu'Européens, en plus, on a tendance à voir ces guerres et ces images de désolation avec une sensibilité particulière, qui est que ce sont des gens qui nous ressemblent. On n'est pas habitué à voir des pays européens. Je voyais tout à l'heure encore des images de Mariupol avant les bombardements, une ville typiquement européenne. Forcément, ça nous choque et il ne faut pas s'étonner que ça n'ait pas le même effet sur des Indiens, sur des Chinois ou sur des Africains ou des Moyen-Orientaux. Qu'est-ce qui vous a permis de prédire et de prévoir cette guerre, vous? En fait, moi, mes méthodes, c'est des méthodes d'analyse comparatiste historique et ce que j'avais identifié, c'est qu'il y avait une trajectoire similaire entre Vladimir Poutine et, alors bon, bien sûr, l'Allemagne hitlérienne, mais aussi la France napoléonienne avant ça et un certain nombre d'autres cas historiques. Et donc, c'est une trajectoire d'assez longue durée que je ne vais pas détailler maintenant, mais disons que c'est grâce à ça que j'ai prévu ces mouvements-là. En particulier, ce que j'avais vu venir, c'était le fait que la première condition préalable, ce serait une annexion au moins de facto de la Biélorussie par Vladimir Poutine, qui jusque-là regimbait un peu. Loukachenko était jaloux de son autonomie. Et qu'une fois que ça se serait fait, eh bien, l'invasion de l'Ukraine suivrait parce que ça permettrait d'attaquer sur 3 fronts, ce qui est une méthode assez classique. Et donc, très logiquement, Loukachenko a été soumis par Vladimir Poutine à l'occasion de sa réélection contestée en août 2020. Et à partir de là, ça a démarré dès printemps 2021, le déploiement de forces russes qui s'est interrompu un peu pendant l'été, mais ça a repris à l'automne. Et donc, je veux dire, pour moi, c'était prévu de longue date. Philippe Fabry, puisque vous avez évoqué à la fois Hitler et Napoléon, je me tourne vers Pierre Aski. Hitler, Napoléon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un tournant, ça va être aussi là un marqueur dans les relations internationales, cette invasion russe de l'Ukraine? Je pense qu'il y a un avant et un après, dans la mesure où, effectivement, on n'avait pas vu un membre permanent du Conseil de sécurité, donc qui est censé être garant de la stabilité et de la paix internationale, attaquer
délibérément un autre État membre des Nations Unies de cette manière depuis 1945. D'où ce cas inédit de demande d'exclusion d'un membre permanent. Oui, alors cette demande d'exclusion, elle va se heurter au fait que la Russie dispose du droit de veto et qu'aucune décision majeure ne peut être prise à l'ONU sans l'accord des 5 membres permanents. Donc là, on est dans de la gesticulation diplomatique. Mais clairement, Vladimir Poutine a voulu changer le rapport de force international. Il est, depuis plus de 10 ans maintenant, engagé dans une reconquête progressive des positions de la Russie, du statut de grande puissance de la Russie. La Syrie a été son marchepied d'une certaine manière, c'est-à-dire le conflit extérieur qui lui a permis de reprendre ses marques de grande puissance. Et aujourd'hui, il a tenté de le faire au détriment de l'Occident. Et je pense qu'il a sous-estimé la capacité de réaction de l'Occident parce que dans l'analyse que fait Vladimir Poutine, mais que font aussi les dirigeants chinois, l'Occident est aujourd'hui en déclin, en décadence, et n'est plus capable de défendre le système international. Oui, mais sauf qu'il suffit de regarder le PIB de la Russie, qui est parfois comparé à celui d'un pays comme le Portugal, Philippe Fabry, pour se dire aussi que c'est un jeu dangereux de Vladimir Poutine, parce que du coup, l'autre empire en face de l'empire américain, c'est plutôt la Chine et pas la Russie aujourd'hui, non ? Alors déjà, pour le PIB, c'est effectivement une erreur commune que j'ai souvent entendue. En réalité, en valeur nominale, on est plus près de l'Italie, et en valeur parité de pouvoir d'achat, on est plutôt ils sont juste derrière l'Allemagne. Donc c'est quand même. C'est pas le PIB de la Chine. Plus important que ça. C'est pas le PIB de la Chine clairement, mais bon, aujourd'hui, une Allemagne armée serait et hostile serait une puissance avec laquelle il faudrait compter. Donc c'est le cas de la Russie aussi, puisque pour la puissance militaire, il vaut mieux prendre le PPA en considération. Après, effectivement, c'est un calcul risqué, mais il faut voir que la Russie est habituée à être ce qu'on appelle une puissance pauvre, hein, c'est-à-dire qui néglige une bonne partie de sa population pour ce qui est du niveau de vie, et qui estime quelque part que c'est dans l'ordre des choses d'avoir une masse de la population qui est assez peu prospère et qui est utilisable pour des opérations de ce genre-là. Hein. Les morts russes dans cette guerre sont essentiellement des jeunes gens qui viennent des couches les plus basses de la société. Donc c'est pas surprenant, et c'est dans la suite de la mentalité russe. Et puis surtout, il y a le calcul fondamental de Vladimir Poutine dans son esprit. Ce à quoi il aspire, c'est à remettre la Russie dans une situation où elle peut faire jeu égal avec les plus grandes puissances comme au temps de l'URSS. Avec le rouble face au dollar. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les grandes puissances, c'est la Chine et les États-Unis. Et donc, elle sait très bien que la Chine sera un adversaire demain si les États-Unis sont affaiblis, comme le pense une grande partie des élites russes, et qu'après, ça sera la Chine le problème. Donc, le grand souci des élites russes actuellement, les élites russes ne se sont pas mis dans la tête ce que se sont mis les Occidentaux depuis un moment, c'est-à-dire qu'il faut travailler de manière multilatérale dans son ère civilisationnelle pour peser à l'extérieur. La Russie a encore envie d'être une puissance seule. Et donc, de ce point de vue-là, les sanctions, finalement, ça colle assez à sa psychologie et ça la conforte dans cette position-là. Et clairement, elle va continuer à mener sa politique de rapprochement, notamment avec l'Allemagne, qui a encore des forces importantes, hein, puisque ça joue aussi dans certaines réticences qu'on a vues chez les Allemands et qui existent toujours, même si on a réussi à les faire bouger sur un certain nombre de sujets. Alors, Pierre Aski, comment se dessine ce nouvel ordre sous nos yeux? Comment le voyez-vous? On parle d'ailleurs de la Chine, mais pas seulement. Il y a notamment l'Inde, il y a l'Afrique du Sud que vous connaissez, il y a le Brésil. Il y a d'abord, je pense qu'il faut écarter l'idée que ce monde est de nouveau bipolaire comme il l'était au temps de la guerre froide. Est-ouest. Voilà. On a effectivement deux superpuissances aujourd'hui, la Chine et les États-Unis, mais on a aussi des puissances régionales qui comptent et qui ont gagné en autonomie à mesure que les États-Unis se retiraient ou en tout cas n'exerçaient plus leur rôle de gendarmes qu'ils ont longtemps utilisé. On le voit bien, par exemple au Moyen-Orient, des pays comme la Turquie, qui a un pied dans l'OTAN, mais qui a une véritable autonomie d'action. Les pays du Golfe, par exemple, qui sont aujourd'hui en train de tenir tête aux États-Unis, qui refusent d'augmenter les quotas de production parce qu'ils sont liés à la Russie par l'accord. Alors vous me
tendez la perche, Pierre, pardonnez-moi, parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite négocie en ce moment avec la Russie, avec la Chine, pardon, pour que la Chine achète le pétrole saoudien en yuan et non pas en dollars. On sait que Vladimir Poutine a laissé 2 mois aux Européens pour payer en roubles, non plus en euros, en dollars. Est-ce que derrière cette bataille pour l'hégémonie mondiale, c'est pas une bataille monétaire et mettre fin à l'hégémonie du dollar, quoi? La dimension monétaire fait partie de cette recomposition, évidemment, parce que il y a un ressentiment, notamment de la Chine, de devoir être dépendant du dollar pour ses transactions internationales. La Chine est prise un peu dans une contradiction parce qu'elle a peur de la transformation du yuan en monnaie internationale parce qu'elle a peur d'une fuite des capitaux, mais elle veut que le yuan pèse plus lourd dans les transactions internationales. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'effectivement, les pays du Golfe ont d'excellentes relations avec la Chine, alors que les États-Unis essayent d'isoler la Chine et d'établir un cordon sanitaire. Donc on voit bien que les alliances, les rapports de force sont complètement différents, sont transformés et qu'on est dans une phase de recomposition. La position de l'Inde dans ce conflit est extrêmement intéressante. L'Inde est un des pays sur lesquels s'appuient les États-Unis pour faire face à la Chine. Elle a un conflit frontalier avec la Chine. Il y a eu des affrontements il y a à peine 18 mois sanglants à la frontière. Et pourtant, l'Inde vient de multiplier par 4 ses importations d'hydrocarbures russes au mois de février et mars et a reçu Sergueï Lavrov à Delhi. Donc on est dans des alliances qui sont totalement fluides et non pas figées. Et parfois mouvantes. Philippe Fabry, il vous reste une petite minute pour conclure s'agissant du dollar face au yuan. Ah ben ça, on sait que c'est un vieux rêve chinois que de supplanter le dollar, au moins dans sa région économique, qui est l'Asie-Pacifique. Il y a aussi une chose qu'on n'a pas soulignée ces derniers jours, alors que c'est important au point de vue stratégique, c'est l'accord de défense qu'a obtenu la Chine avec les îles Salomon, qui permettent finalement d'enfoncer un coin géographiquement dans l'espace australo-américain, puisque les Chinois vont pouvoir implanter des bases à cet endroit-là et ça commence à faire paniquer un petit peu les Australiens. Donc effectivement, ça bouge de tous les côtés en ce moment. Merci. Voilà. Merci beaucoup Philippe Fabry. On aura l'occasion de vous entendre à nouveau prochainement. Merci pour votre éclairage et merci à vous également Pierre Aski d'être venu dans ce grand angle sur TV5 Monde.